Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. En titre ce soir, adoption d'une batterie de résolutions contre le Gabon et son gouvernement par l'Union européenne. C'est selon un agenda qu'elle semble déterminée à revenir sur le dossier des violences post-électorales avec pour objectif de discréditer les institutions du pays. Nous aurons les détails dans ce journal. L'ouragan Irma, qui a frappé Cuba avant de se diriger vers la Floride, a tué 10 personnes sur l'île et provoqué de graves dégâts matériels. Il est devenu le troisième plus meurtrier de ce siècle à Cuba. Nous aurons dans ce journal l'ampleur des dégâts. Bonsoir et bon confort d'écoute. Suite au grave accident survenu à Kango, à 95 km de Libreville, qui a coûté la vie à plusieurs personnes, le président de la République et la première dame se sont rendus aujourd'hui au chevet des rescapés de cet accident. Le chef de l'État était venu s'enquérir de la situation d'admission et de prise en charge des accidentés. Le couple présidentiel était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Le syndicat des agents du ministère des Transports et de l'Aviation civile, face à l'accident survenu sur la route de Kango dans la province de l'Estuaire, faisant état de plusieurs morts et de nombreux blessés graves, cette sortie vise à interpeller l'État sur la nécessité de prendre des mesures, de veiller à leur application, mais surtout de les respecter. Kenyonguri Frendongo. Le rôle du syndicaliste dans le processus de développement d'un pays et la cohésion sociale, un thème évocateur qui vise au recadrage du comportement des syndicalistes, tant la confusion et parfois la méconnaissance des règles d'éthique syndicale semble prendre le pas. Nous avons observé, comme l'opinion nationale et internationale, qu'au Gabon, depuis un passé récent et jusqu'à maintenant, il y a une certaine confusion qui existe dans le milieu syndical à travers sa pratique. On verrait plus les syndicalistes se diviser, on verrait plus les syndicalistes dans l'invective, mais on ne voit pas les syndicalistes dans l'éducation, dans la formation. En vue de donner aux membres, cadres et responsables des outils nécessaires pour mieux appréhender le rôle du syndicaliste et d'entrevoir une trêve sur le front social, un séminaire de renforcement des capacités a été donné aux acteurs de la Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée. La rentrée syndicale de la COSINAP est une opportunité qui m'a été réservée à un moment où le gouvernement de la République sollicite l'implication des confédérations et des syndicats pour une trêve sociale. Ça a été pour moi l'occasion d'expliquer aux partenaires le rôle véritable du syndicat, qui n'est pas seulement le rôle de revendication, mais qui est également un rôle d'acteur, acteur politique, acteur économique, acteur social. À l'occasion de sa rentrée, la Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée est consciente du rôle majeur qu'elle a joué dans la réforme administrative au Gabon et de la cohésion nationale. Et puis, je vous le disais en titre, des sanctions ciblées contre le président Ali Bongo Ondimba et ses proches. Le Parlement européen s'est réuni à Strasbourg le 14 septembre pour évoquer le cas du Gabon, alors même que lors d'une interview accordée à la presse nationale et internationale, le Premier ministre Emmanuel Isoze Ngonde abordait cette question. Kenyonguri. Jeudi 14 septembre à Strasbourg, au siège de l'Union européenne, la possibilité des sanctions ciblées contre le Gabon a été envisagée par les eurodéputés. Lors d'une interview avec des journalistes et médias internationaux à Libreville, le Premier ministre Emmanuel Isoze Ngonde s'exprimait à ce sujet. Les parlementaires de l'Union européenne peuvent avoir leur vue, ce qui compte pour le Gabon, bien sûr, tout en faisant valoir sa souveraineté. Ce qui compte pour le Gabon, c'est d'engager et de toujours développer un partenariat équitable. Une coopération gagnant-gagnant avec l'Union européenne et le gouvernement que je conduis s'efforce de rester dans cette logique. Selon les résolutions de l'Union européenne, la perspective de l'organisation d'un nouveau dialogue politique est souhaitée, mais le gouvernement gabonais écarte cette hypothèse. Je ne vois pas vraiment l'opportunité d'organiser d'autres assises similaires à celles qui se sont tenues à Ngondje, au motif qu'il y a 5 ou 6 personnes, 2 ou 3 partis politiques, qui n'avaient pas pris part à ces assises-là, seraient prêts, seraient plus motivés
suite à une démarche de l'Union européenne, plus motivée aujourd'hui à discuter avec le gouvernement et avec le chef de l'État. Un an après la présidentielle émaillée des violences post-électorales et après le dialogue politique gabono-gabonais qui a réuni société civile, majorité et opposition, le Parlement européen a voté à l'unanimité des résolutions qui prévoient des sanctions ciblées contre le président Ali Bongo Ondimba et ses proches. Alors même que le dialogue politique envisagé avant l'élection et initié par le chef de l'État était l'un des points inscrits dans le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne après la présidentielle. Cette situation, qui dure depuis plus de 12 mois, laisse penser à un acharnement sur le Gabon qui demeure pourtant une exception en matière de liberté publique, liberté de la presse et de démocratisation dans une Afrique centrale émaillée de conflits armés et de violences politiques. Vous le savez maintenant, l'Union européenne adopte une batterie de résolutions contre le Gabon et son gouvernement. Selon un agenda bien caché, elle semble ainsi déterminée à revenir sur le dossier des violences post-électorales avec pour objectif final de discréditer les institutions du pays. Ernil Kozas s'est penché sur la question. Selon les spécialistes du droit et des relations internationales, l'Union européenne est une organisation régionale qui n'a de juridiction qu'entre ses membres et non à l'égard d'États étrangers, tout comme l'Union africaine ne peut interférer dans les affaires d'États européennes ni en Amérique. Lorsqu'on préconise ce genre de sanctions pour une durée indéterminée par exemple, cela correspond à de la spoliation. Enfin, il y a violation des droits de la défense. Ces mesures sont des sanctions pénales qui devraient être prises à l'issue d'un procès et donc avec la possibilité pour ces personnes de se défendre, ce qui ne semble pas être la perspective de l'Union européenne. Le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme ne devraient-ils pas condamner l'acharnement des eurodéputés contre le Gabon? Du moins, doit-on l'espérer, car ce type de mesures restrictives ciblées ont déjà été annulées sous d'autres cieux. Pour mémoire, en 2008, la Cour de justice des communautés européennes a annulé certaines des sanctions prises par un règlement européen à l'encontre de M. Kadi, un sujet saoudien. On voit bien que tout cela est illégal. En refusant de passer par la voie légale dans sa démarche, l'objectif de l'Union européenne semble ici clair, imposer au Gabon une volonté unilatérale. La question est donc politique. Les puissants n'ont pas toujours besoin du droit, mais ils imposent leur dictat aux États qu'ils veulent fragiliser. Cas de la Libye, du Zimbabwe, du Soudan entre autres. Pour autant, les États africains doivent-ils continuer à assister passivement à cet impérialisme d'une époque aux antipodes de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leur souveraineté consacrée par les indépendances? L'Union africaine est mise ici devant ses responsabilités. Le Gabon continue d'avancer avec le séminaire gouvernemental d'intégration qui a pris fin vendredi au Cap Exterias. Les ministres sont appelés à passer à l'action, chacun dans son domaine, pour la relance de l'économie gabonaise. Uriel Abaga, Bertin Osega. Les rideaux sont tombés ce vendredi au Cap Exterias sur le séminaire gouvernemental d'intégration. 6 exposés, des échanges interactifs, centrés sur le plan de relance de l'économie et les méthodes visant à une meilleure collégialité des membres du gouvernement dans l'atteinte de leurs objectifs. Le Premier ministre Emmanuel Isozen Ngondé a fixé le cap. Je prescrirai aux membres du gouvernement, dans les jours qui suivent, les lettres de mission dans lesquelles seront déclinés les objectifs stratégiques de leur action au sein de l'action globale du gouvernement. Dans ces lettres de mission seront déclinées aussi les matrices d'action et leurs indicateurs de suivi pertinents sur la période 2017-2018 relativement à vos attributions. Représentant le chef de l'État, le vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou, a appelé les ministres à se montrer dignes de leur nomination. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, en vous appelant à exercer les prestigieuses fonctions qui sont désormais les vôtres, le chef de l'État vous a fait confiance. Puissiez-vous la mériter par une implication forte dans votre travail gouvernemental. Ces 2 jours de séminaire ont conforté vos atouts
pour mener à bien votre mission. C'est donc sur cette note d'espoir que je déclare clos, au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les travaux de ce présent séminaire gouvernemental. Je vous remercie. Après les 2 jours de séminaire, l'heure est donc à l'action pour la satisfaction des besoins des populations. Suite aux actes de vandalisme enregistrés lors de la marche des leaders de la coalition pour la Nouvelle République le 4 septembre dernier à Libreville, le procureur de la République, Steve Dong, a tenu un point de presse ce samedi à son cabinet dans le but de rectifier l'opinion. Je vous invite à suivre un extrait de cette déclaration avec Gabriel Ratanga et Jospin Mbombadionga. Les policiers nous ont empêchés d'y accéder. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'après-midi du lundi 4 septembre 2017, plusieurs personnes ont envahi la voie publique dans les quartiers dits charbonnage et derrière la prison, où des heurts ont opposé les manifestants aux forces de sécurité déployés sur le terrain pour maintenir l'ordre public. Il résultait de cet affrontement diverses destructions de biens privés, l'érection des barricades et l'incendie de poubelles sur la voie publique. En ma qualité de garant de l'ordre public, j'ordonnais l'ouverture d'une enquête judiciaire aux fins de rechercher activement les auteurs et instigateurs des faits ci-dessus indiqués. Celle-ci aboutissait aux interpellations, entre autres, des nommés Frédéric Massavala et Oyougou Pascal, respectivement personnalités politiques de l'opposition et secrétaire général adjoint du mouvement politique Héritage et Modernité, membre de la coalition pour la Nouvelle République. Les éléments de l'enquête menée par la Direction générale des recherches ont révélé que le nommé Massavala Frédéric a surchauffé et incité les manifestants à investir sans autorisation administrative l'espace public et la rue à travers une marche en direction de l'aéroport de Libreville. S'agissant de Oyougou Pascal, les investigations judiciaires ont permis d'établir à son encontre les faits graves d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, notamment par son implication présumée dans les actes préparatoires à un mouvement insurrectionnel. En effet, lors de la perquisition de son domicile, les officiers de police judiciaire ont saisi en sa présence un document confidentiel de 13 pages intitulé « Stratégie pour le salut national ». Il s'agit d'un plan détaillé des stratégies de déstabilisation des institutions de l'État qui prévoyait des actions de violence lors du rassemblement avorté du 4 septembre 2017 au collège Nthioréré. Mobilisation contre le franc CFA à Libreville, le collectif Urgence panafricaniste et le fan club Afrique Média se sont mobilisés à proximité de l'ambassade de France au Gabon ce samedi. Leur objectif, dénoncer ce qu'ils qualifient de dictature monétaire. Regardez. Non à l'esclavage et non au néocolonialisme, clament les manifestants. Un credo inscrit sur les pancartes de ceux qui se présentent comme des jeunes Africains réunis au sein du fan club Afrique Média et Urgence panafricaniste. Ils ont battu le pavé en face de l'ambassade de France à Libreville pour dénoncer le franc CFA. Nous sommes en Afrique dans une situation catastrophique parce que, après 5 siècles d'esclavage, plus de 10 décennies de colonisation, nous sommes encore l'un des rares pays qui sont dans cet esclavage monétaire qu'on appelle le franc CFA. Or, nous réalisons qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans sa souveraineté monétaire. Et justement, nous voulons en sortir. À l'exemple du polémiste franco-béninois Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, qui a été placé sous mandat de dépôt et expulsé du Sénégal pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA lors d'un rassemblement le 19 août à Dakar. Les manifestants de la capitale gabonaise invitent les États à œuvrer afin d'obtenir une réelle indépendance économique pour atteindre une émergence véritable. On ne peut pas créer des richesses sans
une souveraineté monétaire. Sans souveraineté monétaire, aucun pays au monde ne peut se développer. Si nous ne sortons pas de ce carcan que l'on appelle aujourd'hui franc CFA, alors le développement n'est qu'une chimère. Le fan club Afrique Média et Urgence panafricaniste invite l'ensemble des États sous tutelle du franc CFA à faire bloc afin de se libérer de ce qu'ils qualifient de dictature coloniale. L'actualité hors de nos frontières débute en Afrique du Sud avec la présentation du musée d'art contemporain pour l'Afrique qui s'ouvre au public le 22 septembre prochain dans la ville du Cap. Jamila Begman. C'est le chantier qui a tenu en haleine la ville du Cap en Afrique du Sud durant plus de 3 ans. Le 22 septembre prochain verra l'inauguration d'un des lieux les plus attendus d'Afrique, à savoir le premier musée d'art contemporain africain à ouvrir ses portes sur le sol africain dans un bâtiment spectaculaire. Il y a 10 ans, nous avons eu l'idée de fonder une collection centrée sur l'art contemporain africain, avec des œuvres du XXIe siècle que nous projetions d'héberger quelque part en Afrique. Donc nous avons toujours eu l'idée d'un musée sur le continent et nous avons réuni toutes les œuvres dans le but de les présenter en Afrique. Jusqu'à présent, la plupart des artistes n'avaient pas de vitrine en Afrique, si ce n'est parfois dans quelques rares galeries, et l'ouverture de ce musée est un véritable événement. La mission du musée Z et de la collection Z a toujours été de faire revenir et de mettre en sécurité des objets artistiques d'importance produits sur le continent et de s'assurer qu'ils restent bien sur le continent. Le musée transformera le paysage culturel, pas seulement de Cape Town, où l'art africain contemporain est limité aux petites galeries privées, mais au continent dans son ensemble. Avec son architecture industrielle et son échelle extravagante, il a le potentiel pour devenir le Modern Tate d'Afrique. En Tunisie, cette fois pour le collectif Manish Sama, la mobilisation continue après l'adoption d'une loi controversée d'amnistie de fonctionnaires impliqués dans la corruption sous la dictature qui fait craindre pour la transition démocratique du pays. Regardez. La société civile et l'opposition tunisienne ont exprimé leur vive inquiétude pour la transition démocratique de l'unique pays rescapé du printemps arabe après l'adoption d'une loi controversée d'amnistie de fonctionnaires impliqués dans la corruption en Tunisie. Pour nous, la bataille continue. On n'a pas encore perdu la guerre. Déjà, on a réussi à faire tomber les 3/4 de ce projet de loi. L'approbation de la législation de ce mercredi, à l'issue d'une journée houleuse au Parlement, intervient dans la foulée d'un vaste remaniement, lors duquel d'anciens ministres de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali ont rejoint le gouvernement à des postes importants. Chemsemah est consciente qu'on est en processus de restauration de l'ancien régime. C'est pour ça que Meni Chemsemah est encore dans la rue pour dire non, on est encore là et on va continuer le processus révolutionnaire. Et il n'y a pas question que ça sera le retour de Manivelle et que l'ancien régime reviendra par de nouvelles figures ou même des anciennes. Comment voulez-vous combattre la corruption si aujourd'hui il est clair que la réconciliation est mensongère? Avec ces gens-là, cette réconciliation n'est qu'avec les corrompus. Avec quel visage cet homme, le Premier ministre Youssef Chahed, va-t-il pouvoir discuter avec les citoyens et leur expliquer qu'il combat les corrompus? Ce remaniement a été perçu comme un renforcement de la mainmise du président Béji Caïd Essebsi sur le gouvernement à l'approche d'échéances électorales, en l'occurrence les municipales en décembre prochain, les législatives et présidentielles en 2019. Direction la Grande-Bretagne. Dans une enquête ce samedi, la police britannique a annoncé avoir procédé à une arrestation importante au lendemain de l'attentat à la bombe artisanale qui a fait 30 blessés dans le métro de Londres. Loïs Obian, Causas Kambila. Après l'attentat survenu ce vendredi à Londres et qui a fait 30 blessés dans le métro, la police de Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, a procédé à l'arrestation d'un homme de 18 ans dans la zone portuaire de Dover. Nelly Bassou, un responsable de l'antiterrorisme au sein de la police, cité dans un communiqué, affirme avoir fait une arrestation importante dans l'enquête ce matin.
Il était maintenu en garde à vue dans un poste de police local avant son transfert vers un poste de police du sud de Londres en temps utile, a précisé Nel Bassou. Il s'agit du 5e attentat survenu en 6 mois au Royaume-Uni dans un contexte de multiplication des attaques djihadistes en Europe. Vendredi soir, le commandant de l'unité antiterroriste de la police londonienne, Mark Rowley, avait assuré que l'enquête avait fait de bons progrès. La première ministre britannique, Theresa May, a également annoncé dans un message télévisé que les militaires seraient déployés sur des sites clés non accessibles au public pour permettre un renforcement de la présence des policiers dans les transports publics. Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois mis en garde la Corée du Nord vendredi, assurant que les États-Unis disposaient de puissantes options militaires pour répondre à la poursuite de son programme nucléaire et balistique. L'Amérique et nos alliés ne seront jamais intimidés. Nous défendrons nos peuples, nos nations et notre civilisation contre tout ce qui menace notre mode de vie. Cela inclut le régime de la Corée du Nord qui a, une fois de plus, montré son mépris absolu pour ses voisins et pour l'ensemble de la communauté internationale. Après avoir vu nos capacités, je suis plus confiant que jamais dans le fait que nos différentes options sont à la fois efficaces et puissantes. L'ouragan Irma, qui a frappé Cuba avant de se diriger vers la Floride, a tué 10 personnes sur l'île et provoqué de graves dégâts matériels. Il est devenu le 3e plus meurtrier de ce siècle à Cuba, après Denis en 2005 et Sandy en 2012, qui ont fait respectivement 17 et 11 victimes. Lariska Laure Mamengi. Avec des rafales atteignant les 260 km/h au moment de l'impact, Irma est le premier ouragan d'une telle force dont l'œil touche directement Cuba depuis 1932. Des vagues de jusqu'à 7 mètres ont été enregistrées sur la côte nord par les services cubains de météorologie et la Havane, où vivent 2 millions d'habitants. Après avoir atteint les catégories 5, la plus élevée dans la nuit, Irma a été abaissée en catégorie 3 avec des pointes de vent à 205 km/h à 15h GMT, mais devrait se renforcer en chemin vers le sud de la Floride et l'archipel américain des Keys, qu'il doit frapper dès dimanche matin, selon le Centre américain de surveillance des ouragans. En prévision, l'ordre d'évacuation a été étendu à 6,3 millions d'habitants, contre 5,3 millions vendredi soir, selon les autorités. Tous les habitants ont été appelés à évacuer, mais pour les récalcitrants, les autorités ont ouvert samedi matin un simple abri sans service de restauration ou couchage. L'ouragan a déjà fait au moins 25 morts à son passage dans les Caraïbes, 10 dans la partie française et 2 dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, 4 dans les îles Vierges américaines, 6 dans les îles Vierges britanniques et l'archipel d'Anguilla, 2 à Porto Rico, 1 à Barracuda. Les îles ravagées de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été placées samedi en alerte maximale, avec confinement des populations avant l'arrivée d'un autre puissant ouragan de catégorie 4. En France, plus précisément à Nantes, l'association La Tricyclerie collecte à vélo et par kilo épluchures de légumes, marques de café et autres déchets organiques d'une trentaine de restaurants et d'entreprises, puis les composte, une démarche écologique qui a séduit l'ONU. Regardez. Une nouvelle poubelle dans les cuisines de ce restaurant nantais. Colette Marieri a décidé de trier ses biodéchets, épluchures, coquilles d'œufs ou encore noyaux. Plus question de les jeter avec les autres ordures. Il y avait un manque par rapport à ça. On trie le plastique, on trie le verre, on trie le papier, donc pourquoi ne pas trier aussi les biodéchets? À l'origine de la collecte, la Tricyclerie, une jeune association nantaise. 4 jours par semaine, Valentine Villebout et ses coéquipiers sillonnent la ville à vélo. 1,5 tonne de déchets organiques récoltés chaque mois. Une petite révolution pour la trentaine de restaurants et entreprises qui font appel à la Tricyclerie. C'est vrai qu'ils ont un peu la crainte de savoir comment ils vont pouvoir organiser ça dans leur cuisine, comment expliquer ça à leurs cuisiniers, mais une fois qu'on leur explique, qu'on leur donne bien le matériel, qu'on leur donne la signalétique, qu'on leur explique que c'est simple en fait. Nous on prend tout, même les coquilles d'œufs, les agrumes, à part le pain, la viande et le poisson, on prend tout. Pour
40 € par mois, les déchets organiques des professionnels sont ramassés puis compostés. Le compost est ensuite distribué gratuitement par la tricyclerie. Un concept tout simple, mais résolument tourné vers l'avenir. D'ici 2025, la France généralisera la collecte séparée des biodéchets à l'ensemble de la population. Et l'idée des Nantais a séduit jusqu'aux Nations Unies. À travers le monde, 12 projets dont la tricyclerie ont été sélectionnés parmi plus de 2000 dossiers pour un concours lancé par l'ONU Environnement. Premier prix, un financement de 15 000 $. Les résultats seront connus en novembre prochain. À présent, le rappel des titres. Une batterie de résolutions contre le Gabon et son gouvernement par l'Union européenne, nous l'avons vu, c'est selon un agenda qu'elle est déterminée à revenir sur le dossier des violences post-électorales avec pour objectif de discréditer les institutions d'un pays. L'ouragan Irma a frappé Cuba avant de se diriger vers la Floride, tuant 10 personnes sur l'île et provoquant de graves dégâts matériels. Il est devenu le 3e plus meurtrier de ce siècle à Cuba. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir véritablement le Gabon autrement. Très bonne fin de soirée à tous.